à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, je reçois un réalisateur de documentaire dont le film est actuellement à l'affiche et qui se trouve être d'origine yvelinoise. Xavier de Lausanne, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre dernier film documentaire, 9 jours à Raqqa, est actuellement visible au cinéma. Avant d'oublier, je le dis tout de suite, jeudi 16 septembre, vous serez présent au Roxane à Versailles pour une projection, j'imagine, suivie d'un débat. Exactement, oui. D'accord. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde d'ores et déjà la bande-annonce et après, on rentre dans le dur du sujet. À tout de suite. كانت بتاريخ 20/10/2017 ردة فعلنا كلنا وقفنا وصرنا نبكي. معقولة رقة صاير بيها الدمار؟ نورت الرقم. حالياً فترة إنشاء وتشكيل وتأسيس. مرحبا حجي، ايش قد مدة الإنجاز؟ صار 6 أيام؟ يعني كانت مدمر وناس صار عم يحاربوا وفي ضائقة مالية وكذا. على تمثيل المكونات كرد، عرب، تركمان، أرمن، مسيحي. لهاي الدرجة من الارتباط الوثيق. توازي، يأس وإحباط مع دفش. أهم شيء إنه نحن تحررنا، خلصنا من شيء الكابوس اللي اسمه داعش. عن جد يعني نقدر نحن. Voilà, donc 9 jours à Raqqa, l'héroïne Leila Mustafa. On a vu s'afficher les pépites durant la bande-annonce. Les pépites, c'était un documentaire qui a eu beaucoup de succès et qui a été présenté au cinéma en 2016, je crois. Vous pouvez nous dire juste en 2 mots de quoi ça parlait? Les pépites, c'était l'histoire de Christian et Marie-France Despalières qui se sont investis auprès des enfants de la décharge municipale de Phnom Penh au Cambodge. Et c'est l'histoire de ce fabuleux projet qui a une histoire incroyable. Oui, ils leur ont voué leur vie. Et auparavant, en 2013, nous, on s'était vu pour Les Enfants Valises, un autre documentaire qui nous faisait pénétrer l'univers des enfants primo-arrivants qui avaient une éducation particulière dans des classes adéquates. Voilà, donc on l'aura compris, Xavier de Lausanne, vous êtes un réalisateur de documentaires humanitaires, on peut dire ça? Vous vous définissez comme ça? Pas que. Humanitaire, non, humaniste peut-être, mais Humanisme, enfin... voilà, c'est ça que je veux dire. dire. J'aime bien travailler sur les questions du lien social. De l'humain. Précisément, ouais. D'accord. Alors, racontez-moi, cette histoire, elle est complètement folle. Leila Mustafa, déjà, comment vous l'avez découverte? Comment est venu ce projet? Et en fait, ce projet, il est venu par Marine de Tilly, qui est l'écrivaine que je suis dans le livre. Oui. Dans le film, pardon. Au départ, c'était son projet. Elle avait un projet de livre sur Leila Mustafa. Leila était une personne que personne ne connaissait. C'est donc la mère de Raqqa, l'ancienne capitale de l'État islamique en Syrie. Et est devenue co-maire plus précisément de cette ville à tout juste 30 ans. Donc c'est absolument extraordinaire d'imaginer qu'une jeune femme comme ça puisse prendre la direction de cette ville juste après Daesh, juste après l'État islamique. Voilà, donc du coup elle avait le projet d'écrire un livre sur son histoire. Et je me suis greffé sur son projet pour l'accompagner dans son voyage jusqu'à Raqqa pour découvrir et rencontrer Leila Mustafa. D'ailleurs, Marine de Tilly, l'auteur du livre, parle de livres frères, c'est-à-dire, ou de films frères. Enfin bref, il y a une fraternité entre l'image et l'écriture.
Et le Ah oui, fait tout à fait. que... Il y a une complémentarité, en Voilà, tout cas, entre le projet du livre et le film. Ce sont voilà, deux projets qui se complètent et qui ça forme s'emboîtent. deux objets, effectivement, qui sont associés l'un à l'autre. Voilà, et elle dit même que Leila Moustapha crève l'écran. Voilà, ce que nous verrons quand nous irons au cinéma voir ce magnifique documentaire. Alors, cette fameuse Leila Moustapha, elle cumule un peu tous les handicaps, parce que c'est une femme, elle est jeune, elle est ingénieure en génie civil, elle est kurde, ce qui est une minorité, elle est célibataire. Comment elle arrive à avoir ce pouvoir et ce rôle incroyable? Ben, déjà, Leïla, c'est une fille de Raqqa, hein. C'est une femme alors qui fait partie effectivement de la minorité kurde Ouais. de Raqqa. Raqqa étant une ville majoritairement arabe, mais Mhm. elle est née à Raqqa, elle a fait ses études à Raqqa, elle est diplômée en génie civil à l'université de Raqqa. Et donc, du coup, c'est une femme aujourd'hui qui se bat pour sa vie. Elle Oui. se bat au nom de tous les Syriens, pas seulement des Kurdes, elle se bat vraiment pour les Syriens, pour la femme syrienne, et elle est d'une détermination absolument phénoménale. D'accord. D'ailleurs, au cours du documentaire, il y a une image assez hallucinante et c'est un long plan séquence. Enfin, je ne sais pas si j'ai les termes, mais on la voit consciencieusement aller serrer la main de tout un tas d'hommes. Je crois que c'est lors d'une réunion ou sur un chantier, je ne sais plus. Vous voyez Oui, à quoi je fais oui, allusion? oui, oui. Effectivement, à un moment donné, elle va à un chantier, elle va au devant, un chantier où évidemment Le il y son a de dingue. que des hommes qui travaillent sur ce chantier, et elle va au devant d'eux et elle va leur serrer la main à chacun d'entre eux. Donc Oui, c'est voilà, c'est ça. une femme. C'est vrai que c'est une femme kurde, musulmane, sunnite. Donc, comme les Kurdes, très souvent, elle ne porte pas le voile, C'est ce que j'allais vous dire, oui. elle fume et elle va serrer la main des hommes. Et en fait, elle le fait sans aucune provocation, puisqu'elle est très, très respectueuse de sa religion, à laquelle elle tient beaucoup. Et donc, du coup, mais c'est une femme moderne, c'est une femme qui va de l'avant, c'est une femme jeune qui veut aussi donner une autre image de la femme musulmane, et elle nous permet de sortir en fait du stéréotype qu'on a toujours aussi de la femme musulmane pour nous montrer autre chose et encourager aussi certainement les femmes donc au Moyen-Orient à prendre des responsabilités et à prendre part dans la société civile. Oui, parce que justement, grâce à ce documentaire, on réalise que c'est possible. Alors elle dit d'une façon assez forte, elle dit face à une telle destruction, à un tel anéantissement, on voit les images de Raqqa, on ne voit que ruines. D'ailleurs, on se demande où habitent les gens, enfin ça c'est une autre question. Et elle dit que soit face à un tel malheur, soit on s'écrase et on laisse tomber, soit au contraire, on y va et c'est notre moteur et elle y croit et elle se bat contre des moulins à vent et elle réussit. En fait, c'est un peu ça son leitmotiv, non? Oui, elle dit qu'elle est partagée entre le désespoir et l'espoir. Voilà. Et elle est arrivée à la découverte, redécouvert sa ville dont elle était partie, complètement en ruine, hein, où elle reconnaissait plus les quartiers, elle reconnaissait plus les carrefours, plus les rues. Enfin, c'était qu'un amas de gravats. Il a fallu tout de suite se lancer, dégager les gravats, déminer, parce qu'il y avait énormément, il y avait plus de 8000 C'est mines ce hein, qui qu'elle étaient dit, ouais. dissimulées dans la ville. Et donc, en voyant tout ça, elle nous disait effectivement qu'elle était partagée entre le désespoir et l'espoir. Mais en tout cas, il fallait aller de l'avant. Il y avait une population qui, en grande partie, avait fui et qui revenait rapidement dans ces gravats au milieu des mines. Mhm. Il y a eu beaucoup d'accidents, évidemment. Et donc, du coup, il a fallu agir très vite, et puis agir très vite aussi pour remettre en place les infrastructures qui avaient été complètement anéanties. Donc, tout le système d'électricité, d'eau, l'hôpital, l'éducation, tout ça était complètement mis à plat. Donc, elle n'a pas eu beaucoup le temps de réfléchir. Oui, elle a Leïla. choisi tout de suite son camp. Elle a agi tout de suite, ouais. Choisi l'espoir. Et d'ailleurs, en un an, le résultat est spectaculaire. Il faut dire qu'elle est ingénieure en génie civil. Et voilà, le miracle a opéré, entre guillemets. Et je me demandais, elle est quand même très lucide sur la situation actuelle. Elle dit que les chefs de Daesh sont soignés dans les hôpitaux turcs, pardon. Que, enfin, le danger rôde encore. Il n'y a pas de solidarité internationale.
elle est complètement lucide sur la situation. Elle dit que les États s'occupent de l'économie et se moquent du peuple. Qu'en est-il du danger actuel? D'abord, est-ce qu'elle est toujours vivante et est-ce qu'elle va bien? Oui, oui, Leïla, elle va très bien. Elle est toujours à la tête de sa ville avec son binôme, hein, puisque dans le système kurde, à la tête de chaque administration, vous avez un binôme homme-femme, ce qui est quelque chose d'absolument extraordinaire, qui est absolument unique, hein, cette question de la parité absolue. Et aujourd'hui, elle va très bien, Leïla. Elle continue, mais en fait, elle a toujours gardé espoir, quoi. C'est-à-dire que dans toutes ces difficultés, de toute façon, elle n'avait pas le choix d'avancer. Elle a elle est d'une très très grande détermination et elle œuvre à la fois en fait pour la reconstruction des murs, mais aussi la reconstruction des esprits. D'ailleurs, il y a une cellule de réconciliation même au sein du Conseil civil pour essayer de recréer du lien entre des gens qui ont été victimes et d'autres qui ont pu collaborer très souvent avec Daesh, très souvent malgré eux. Voilà, donc en fait, c'est vraiment à la fois le fait de reconstruire des murs, mais aussi de reconstruire une société qui a été extrêmement abîmée par Daesh. Le temps file trop vite, c'est trop intéressant en fait. Vous parlez d'une trilogie de la vie après Daesh. Là, c'est le numéro 1. Vous nous annoncez Radio Al-Salam et Mossoul Campus pour plus tard? Oui, c'est 2 films qui viennent juste après. C'est 3 films, en fait, qui reposent sur la question de la reconstruction du lien social à travers 3 expériences. Alors, reconstruction du lien social après la guerre en Irak et en Syrie, à travers 3 expériences, l'une politique, l'une médiatique et l'une éducative et culturelle. Voilà, c'était une façon, en fait, d'apporter un contrepoint à l'actualité pour donner une autre vision, mais surtout une vision d'après-guerre, parce que très souvent, on couvre la guerre, mais on couvre peu l'après-guerre. Donc, c'est ce qui s'est passé à Raqqa, et Leïla, elle s'est retrouvée avec son équipe municipale, vraiment, ils se sont retrouvés face à eux-mêmes, juste après la libération, puisque tous les médias qui étaient là, et la coalition internationale qui était là pour la libération de la ville, ont disparu, la ville n'est pas libérée. Donc, ils se sont retrouvés vraiment tout seuls, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et c'est ce qu'elle déplore, en fait, cette absence de la communauté internationale pour reconstruire. Et donc, je trouvais ça intéressant de porter un regard dessus et sur cette question, et en même temps encourager les gens qui œuvrent pour la question de la reconstruction et pour la question de la paix, parce qu'on sait que faire la paix, c'est autrement plus difficile et plus complexe que de faire la guerre. D'accord. Malheureusement, on doit s'arrêter là. Eh bien, écoutez, on a hâte de découvrir ce magnifique documentaire. J'ai du mal à parler, c'est l'émotion. Voilà. Il faudrait que tout le monde puisse le voir parce que ça donne tellement d'espoir. Et si elle, avec le peu qu'elle a, arrive à faire tant, nous, avec tout ce que nous avons, je pense qu'on peut faire aussi beaucoup. Et il faudrait que d'autres femmes dans ces pays puissent voir ce documentaire. Ça serait quand même vraiment porteur d'espoir. À très vite, Xavier de Lausanne, j'espère, pour les 2 prochains documentaires qu'on a hâte de découvrir. En attendant, celui-là, il est dans tous les cinémas. Votre présence le 16 septembre au Roxane. Et un grand merci, c'est très beau. Et bravo pour votre travail et votre vision du monde. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Véronique, à bientôt. À très vite. Au revoir, Xavier. Au revoir.